Retour de l'FC avec nos invités Morley Sylla, ancien pro de la Guinée, puis il nous a rejoint Alpha Baldé qui est journaliste, et puis bien sûr notre éditorialiste Noureddine Sali. La question de l'FC, Issa Hayatou a-t-il raison de se représenter aux prochaines élections? À la CAF, faites-nous parvenir votre avis sur les réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Deuxième partie de l'FC, la Mauritanie veut jouer sur plusieurs tableaux, c'est le dossier de l'FC. Et avant de parler de la Mauritanie, Alpha Baldé, je vous l'ai dit, journaliste à 100% foot, nous a rejoint. Alpha, vous avez joué un rôle aussi pour que Luis Fernandez puisse aller entraîner la sélection de la Guinée. Vous avez été influent auprès des institutions? Je ne sais pas si j'ai été influent, mais je pense quand même que j'ai eu à dénicher certaines informations qui ont fait que la Fédé a été obligé d'organiser ce point de presse ou cette mascarade de présentation de Luis, parce que ce que la Fédé nous donnait comme voix officielle, en tout cas, c'était qu'il n'y avait aucun contact entrepris entre la Fédération guinéenne et Luis Fernandez, alors que moi j'ai eu des sources sûres, notamment proches de Luis Fernandez, du côté de RMC BFM, avec qui je suis très en contact, qu'il y avait eu une rencontre à Paris ici entre Luis Fernandez et le président de la Fédération guinéenne de football, et vu que ça a filtré dans les médias et que je fais certaines émissions également depuis Paris, mais pour des émissions en Guinée, ils ont été, comme par hasard, une semaine après, l'arrivée de Luis a été programmée et tout a été mis en place. Donc moi je pense qu'on a voulu nous fomenter ça, nous la faire à l'envers, nous enrouler tout ça dans un petit paquet, nous servir le cadeau empoisonné. Après, moi, je ne suis pas là pour juger la personne de Luis. J'aime bien ce journaliste qu'il est, le côté grande gueule qu'il a, que je partage énormément. Mais pour travailler dans une équipe, dans une sélection nationale comme la Guinée, il y a beaucoup de choses à revoir. Certes, son côté tempérament et son côté oppositionnel vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis des magouilles qu'il y a en Guinée, ça peut nous aider. Mais le fait qu'il y a beaucoup de conditions, comme son boulot de consultant, comme le fait d'avoir des studios, comme le fait, voilà. Il y a beaucoup de problèmes également qui font que pour moi, ça ne peut pas être le bon choix. Mais parce qu'il demande des châteaux carrément. Ouais, c'est un petit peu logique. Quand vous allez chercher un entraîneur expatrié, ne vous attendez pas à ce qu'il vous demande rien. C'est les conséquences d'aller chercher la qualité supposée sur un autre continent ou à l'extérieur, à l'étranger. Pourquoi ne pas justement profiter des entraîneurs étrangers qui sont venus depuis très longtemps dans nos pays en Afrique pour former les entraîneurs sur le plan local, pour essayer de mettre en place une école d'entraîneurs qui est capable d'assurer la relève après. C'est un petit peu ce qui se passe sur le plan historique ou sur le plan politique. C'est la colonisation qui perdure, c'est-à-dire qu'on n'a jamais formé de politique et aujourd'hui on n'a jamais formé d'entraîneur. Si lui s'il quitte, s'il y a un autre qui vient aujourd'hui, j'entends Casanova, j'entends Nigo, la semaine prochaine peut-être qu'on va entendre Mourinho, c'est sûr que ça va perdurer. Aujourd'hui l'Afrique a besoin de s'émanciper d'elle-même, que ce soit sur le plan footballistique, culturel ou politique, et sur le plan footballistique il faut que les entraîneurs étrangers, expatriés, soient obligés de former des entraîneurs locaux et qui viennent ici par faire leur formation. Et ceux qui sont sur le plan local, ceux qui sont là-bas, comme des Lapie Bangoura que je vais citer, qui est venu par faire sa formation en France, pourquoi ne pas leur donner une chance, comme on l'a vu avec Florent Ibenge du côté du Congo? Voilà, la solution, elle peut venir de là, mais tant qu'on n'est pas capable de s'assumer nous-mêmes, tant qu'on n'est pas capable de ôter de nous ce complexe d'infériorité, on n'ira nulle part, très malheureusement. Merci, Alpha, pour ces précisions. Alors, la République islamique de la Mauritanie est un pays arabe, vous le savez, du nord-ouest de l'Afrique, capitale Nouakchott, superficie plus de 2 millions de kilomètres carrés, président Mohamed Ould Abdel Aziz, devise Ouguiya, et la population plus de 3 millions d'habitants. C'était donc un relevé de 2013. Alors, les Mauritaniens pensent qu'ils peuvent jouer un rôle plus que prépondérant justement dans ce football africain, la CAN ou le CHAN, et le CHAN en particulier. Alors, mon cher Morley, vous pensez que la Mauritanie, vous qui connaissez bien le football africain, est-ce que la Mauritanie vous avez déjà fait peur? Bon, en autre temps, moi je pense que le Mauritanie nous a jamais fait peur parce qu'on a toujours gagné sur la Mauritanie, au moins de jouer. Donc là, moi je pense que aussi que la Mauritanie, les dirigeants sportifs mauritaniens, la politique qu'ils ont mis en place, je pense que c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, le football se développe. Donc je pense qu'il faut que la Mauritanie aussi cherche à rehausser le niveau de leur football. Tout à fait. Alors nous allons écouter justement Corentin Martins qui nous dit justement comment voit-il ce chantier avec 2 matchs amicaux qui viennent de se jouer.
On vient de faire 2 matchs. J'ai fait deux choses. Il y a eu un premier rassemblement au mois de janvier, fin janvier, début février avec les locaux. Et puis là, on vient de faire un stage donc avec 2 matchs contre la Gambie et contre le Niger. Que ce soit avec les locaux ou avec l'équipe A, il y a eu beaucoup de bonnes choses dans ce que j'attends en tout cas des joueurs. Et bon, on a fait une défaite en Gambie et puis une victoire contre le Niger. Donc dans l'ensemble, plutôt content du niveau de ce que j'attends des joueurs. Autre question à Corentin Martins. Allez-vous vous occuper de toutes les catégories de footballeurs, Corentin? Non, moi c'est uniquement Léa et le Chan. Je suis pas le directeur technique national de Mauritanie, mais après non, les objectifs, c'est de toute façon pour un entraîneur, c'est de gagner le maximum de matchs. Automatiquement, c'est de qualifier la Mauritanie pour le CHAN. Ils se sont déjà qualifiés une fois en 2014. Là, par exemple, on a eu le tirage au sort ce week-end, donc on joue la Sierra Leone au départ. Puis après, il y a qualification pour la CAN 2017, objectif que n'a jamais réalisé la Mauritanie puisqu'ils se sont jamais qualifiés. Donc c'est un objectif, mais en sachant que ce sera très très compliqué, mais c'est un challenge aussi intéressant. Noureddine, je vais vous demander d'intervenir maintenant sur la composition du staff de Corentin Martins. Écoutez bien. Écoutez, aujourd'hui, il y a Bruno Valanconi, entraîneur des gardiens de but. Il y a François Darras aussi, le kiné d'Auxerre, au centre de formation. Puis Vincent Roturo, donc qui m'accompagnera aussi sûrement avec... parce que là, pour l'instant, il a pas eu l'occasion de m'accompagner, mais j'espère dans l'avenir qu'il m'accompagnera comme adjoint. Vous trouvez normal qu'il n'y ait pas un Mauritanien? Je trouve pas normal. Oui, non, je pense qu'actuellement, tous les techniciens... Il n'a peut-être pas besoin. Peut-être pas besoin, mais quand vous savez, il y a un pays, on salue d'abord toute l'ambition et toutes les avancées qui sont en train de se faire dans ce pays-là, parce que comme disait notre ami, à un certain moment, toutes les équipes battaient la Mauritanie, il faut le dire. Maintenant, ils sont ambitieux. On va essayer de faire répondre à la question précisément parce que sinon on va perdre du temps. C'est qu'il y a des entraîneurs, même Corentin Martins, il est en train d'apprendre sur le continent. Oui. Mais est-ce que c'est normal qu'il n'ait pas pris un Mauritanien? C'est pas normal, mais parmi les conditions que Corentin peut-être a mis avant de venir dans ce pays-là, que je ramène tout ce monde-là pour faire du travail. Ok. Moi, je pose une autre question. Est-ce que c'est normal de prendre un Mauritanien juste parce qu'il est Mauritanien, même si ça ne sert pas à l'équipe? Non, mais attendez, on a quand même des techniciens sur place. Il faut même savoir passer quand même la connaissance aux locaux. Oui, mais ça veut pas dire qu'il est forcément une présence de Mauritanien. Si, il faut quand même un Mauritanien à côté pour apprendre. Moi, attention, le fait de dire qu'il faut forcément que les entraîneurs expatriés... Le fait que les entraîneurs expatriés forment nos entraîneurs ou nos encadreurs ou nos différents acteurs du football, cela ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre n'importe qui. Parce que s'il a un objectif à court terme, le fait qu'il prenne 10 000 Mauritaniens dans son staff technique, et s'il échoue après, ce sera l'échec de Corentin Martins. Ok. On va écouter les derniers sonores avec maintenant les... Aujourd'hui, l'expérience dans tout ce qui est haut niveau est importante et aujourd'hui, la Mauritanie... a très peu d'expérience de match de haut niveau, que ce soit pour la CAN, comme j'ai dit, ils se sont jamais qualifiés, donc ça me paraît un peu compliqué. Par contre, j'ai été agréablement surpris du niveau technique des joueurs. Bon, le championnat, il est correct, il y a des bonnes équipes, il y en a de moins bonnes aussi, mais je pense que là où il y a à travailler pour faire progresser l'ensemble du football mauritanien, c'est surtout au niveau des entraînements, au niveau de la qualité du travail aussi des entraîneurs, donc à travers des stages de recyclage aussi. Je pense que la fédération est en train de travailler là-dessus aussi. Mais dans l'ensemble, il y a un bon niveau technique. Maintenant, il y a ce manque d'expérience qui est quand même important au haut niveau. Voilà, et puis pour ce qui concerne le tirage au sort de l'équipe de la Mauritanie pour le CHAN, et vous allez voir peut-être, je ne sais pas si nous avons un tableau, Guinée-Bissau, Mali, oui, tout à fait. Il y aura Mauritanie contre Sierra Leone, Guinée-Libéria, c'est ça. Donc, vous voyez, oui, c'est le CHAN, c'est ce que j'ai dit. Guinée-Libéria, et puis Sénégal contre la Gambie. Alors, messieurs, je reviens vers vous parce que ça mérite un petit débat rapide. Je ne comprends pas vos analyses de certains. C'est-à-dire qu'un entraîneur étranger qui va là-bas, il n'a pas le droit de prendre... Non, c'est pas qu'il n'a pas le droit. C'est pas qu'il n'a pas le droit. Pour moi, ça dépend. Déjà, on sait que la Mauritanie n'est pas un grand pays footballistique, quel que soit ce qu'on dit. Non, mais pourquoi ne pas prendre ce qu'il voudrait? Parce que je suis persuadé...
quand même qu'il y a des candidats. On est persuadés, on veut que l'Afrique réussisse, on veut forcément qu'il y ait des mecs qui sont capables dans ce pays. Mais pour moi, la Mauritanie n'a pas une culture footballistique. Voilà, c'est un pays qui vient de sortir de nulle part, qu'on essaie d'aider. Il faut mettre en place des stages de formation pour les encadreurs et les entraîneurs qui puissent accompagner Corentin dans son travail. Cela ne veut pas dire que dès qu'il va dans un pays qu'il ne connaît pas, il faudra directement prendre quelqu'un dans son staff. Après, il peut se servir de lui comme intermédiaire. Nous allons écouter Noureddine aussi. Non, je pense qu'il faut mettre... quand on parle de Gasset, on parle tout de suite de Blanc. Quand on parle de Deschamps, on parle aussi de Stéphane. Non, mais il faudrait qu'on s'en lorsque le technicien va là-bas, est-ce qu'il ne peut pas faire l'effort de prendre des anciens footballeurs professionnels pour aider, c'est pas interdit, mais c'est le travail de la DTN et de contrat. Quand on signe avec un entraîneur qui vient d'arriver, ça s'est passé en Tunisie avec le maire, ça s'est passé du côté du Maroc avec Gareth. C'est la négociation d'avant-contrat. Est-ce que vous acceptez qu'on intègre dans votre staff pour l'apprentissage, d'entre autres, ou bien pour essayer de donner une touche du pays dans votre staff, ou bien vous arrivez avec votre matériel, quand je dis matériel humain et logistique, pour travailler, pour mener notre but. C'est que l'équipe nationale masse, mais si on peut intégrer, disons, local ou bien national, ça serait que bénéfique pour le pays, pour le plus. Maher Kanzari, et on est l'exemple type dans ce domaine. Molly, c'est Luis Hernandez qui allait faire la meilleure chose. Il allait prendre Diawara dans son équipe et Amara Simba. C'est parce qu'on est obligé un petit peu. Attendez, tu viens de dire quelque chose. Tu dis qu'il faut qu'on apprenne, c'est-à-dire qu'on forme nos encadreurs et nos techniciens. Moi, je pense que si un entraîneur expatrié vient chez nous, il faut donner la chance à un local pour venir apprendre quelque chose à côté. Je suis d'accord. Je pense que c'est ce que je viens de dire. Il faut passer ses connaissances quand même. Je n'ai pas dit le contraire, mais il ne faut pas forcément... Tous les entraîneurs qui passent en Afrique, moi, je pense qu'ils doivent penser... même nous, les Africains, parce que vous avez dit tout à l'heure là, il faut que nous, les Africains, qu'on essaie de décoller. Pour décoller, moi, je pense que vraiment, il faut penser à la formation. Mais l'équipe nationale, c'est pas un chantier, c'est pas un laboratoire. Je suis entièrement d'accord. Mais je pense que... Si le gars a ses compétences pour pouvoir mener peut-être un travail à côté d'un entraîneur, justement, c'est qui joue sur nous. Parce que quand un entraîneur expatrié quitte, il y a un vide qui est là. Il est venu. Non, si, il y a un vide. S'il fait une formation avec la DTN, si la fédération met en place des programmes de formation. Attendez, il vient de dire tout à l'heure là que lui, il n'est pas le DTN. Oui, mais il travaille avec le DTN. Non, il dit qu'il n'est pas le DTN. Il a raison, il n'est pas le DTN. Mais moi, je pense que lui, c'est en conclusion, moi, je m'en fous de l'apprentissage. Moi, c'est l'équipe nationale qui m'intéresse. Est-ce que l'équipe nationale va marcher avec il est venu ici, il a pris merci pour votre point de vue, mais ça mérite vraiment un débat autour. Est-ce que dans le contrat, il ne faudrait pas revoir les contrats des entraîneurs étrangers qui viennent au pays? Maintenant, la réponse à la question de la semaine dernière, faudrait-il développer le beach soccer sur le continent? Alors, vous êtes plusieurs encore à intervenir. Par exemple, Davy Guélissa nous dit, bien sûr, il y a beaucoup de plages ici en Afrique et il faut en profiter. Et puis Alban Nangonieni nous dit aussi que c'est un projet qui a toute sa place en Afrique. On a quand même quelques belles plages. Mais c'est un tour de table rapide encore pour terminer. Morley, il faut développer le beach soccer ou pas? Moi, je suis d'avis. Parce qu'à Conakry, on a des plages. Et il peut me témoigner pour ça. Vous êtes du même pays en plus. Oui, il faut développer le beach soccer, mais moi je pense qu'il ne faut pas ajouter un sport sur un autre alors qu'on n'a aucun sport qui sort du lot. Enfin, pour moi, il faut vraiment avoir des politiques. Alpha est très très dur aujourd'hui. On peut me qualifier de ça, mais moi je pense que je suis plus pragmatique pour essayer d'aider le sport africain. Parce que pour moi, l'assemblage de sports ne veut pas forcément dire la réussite de tous ces sports. On connaît le basket, on l'a en Guinée. Le palais des sports, il devient quoi aujourd'hui? On n'a aucun club de basketball, club de tennis, aucun, club de handball, aucun. Pour moi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dur. Noureddine, je ne voudrais même pas vous poser la question. Faut-il développer le beach soccer au Maroc? Alpha vient de citer, il faut aider à sortir ce sport de l'eau. Il est à côté de l'eau. Je pense que ça veut dire. Sacré Noureddine. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.